J'ai peur. N'aie pas peur. Non. Ayez peur. Ayez très peur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, le podcast qui dissèque des os et découpe tous vos films d'horreur préférés. Aujourd'hui, on s'attaque à du culte de chez culte, un des films considérés comme à la fois un des chefs-d'œuvre du genre et un des chefs-d'œuvre de la carrière de son réalisateur. Remake du film La Mouche Noire qui est sorti en 58, avec à son casting un Jeff Goldblum et une Geena Davis qui forment l'un des couples les plus tragiques du cinéma horrifique. Il s'agit évidemment de La Mouche de David Cronenberg, sorti en 1986. Il y a une limite à tout, même à l'imagination. La téléportation humaine, la décimation moléculaire, la dissociation et la reformation sont de toute évidence purificatrices. Là où nos créations les plus grandes rejoignent nos peurs les plus profondes. Quelque chose s'est mal passé quand tu t'es téléporté. Quelque chose s'est mal passé. Vous êtes sur le point d'aller au-delà de cette limite. Ces poils étranges qui ont poussé sur ton dos, je les ai fait analyser. Ils ne sont pas humains. Tu es en train de changer. Tout en toi est en train de changer. Oh non, une mouche est entrée avec moi dans le télépod transmetteur la première fois où je me suis téléporté. Aide-moi, je t'en prie. Aide-moi. Véritable monument du body horror, La Mouche raconte la triste histoire de Seth Brundle, un scientifique brillant et solitaire qui a mis au point une invention révolutionnaire, la téléportation. Après quelques tests, Seth décide de se téléporter lui-même, mais la téléportation échoue et le scientifique fusionne avec une mouche qui s'est glissée. Pardon, le mot mouche m'a fait rire. On risque de répéter souvent, en plus c'est con. Mais c'est pas drôle, Romain. Je sais pas pourquoi. Ça m'a fait rire. Mais la téléportation échoue et le scientifique fusionne avec une mouche qui s'était glissée dans la capsule de téléportation. S'ensuit une lente métamorphose qui changera le physique. J'arrive plus, je sais pas. Mais en plus, comment tu dis? En fait, quand t'as commencé à rire, quand t'as dit qu'il s'est glissé, dans ma tête, mon cerveau de beauf a dit dans son slip. Et Oui, non, mais c'est horrible. c'est pour ça. C'est un film hyper tragique et je suis en train de pleurer de rire. Mais en soi, le pitch de La Mouche est ridicule. Il est rigolo. Désolé. Voilà. C'est pas une comédie. S'ensuit une lente métamorphose qui changera le physique plutôt agréable de Jeff Goldblum en mouche géante horrible que sa compagne interprétée par Geena Davis devra à tout prix arrêter avant que le monstre fasse trop de victimes, même si cela implique qu'elle doive tuer l'homme qu'elle aime. Véritable raz-de-marée commercial à sa sortie avec plus de 60 millions de dollars au box-office mondial sur un budget de seulement 15 millions, le film a rejoint le club très restreint des films d'horreur oscarisés puisqu'il a gagné l'Oscar du meilleur maquillage en 87 pour ses effets de transformation, tous plus dégueulasses les uns que les autres. S'en est suivi une suite quelques années plus tard, réalisée par l'un de ces mêmes maquilleurs oscarisés. Réputé pour être un des films les plus terrifiants et les plus tristes de son réalisateur, La Mouche est toujours considéré presque 40 ans plus tard comme un des films piliers du genre. Et pour en parler, je suis accompagné de Dario du podcast Plan Plan. Salut. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Amélie du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Hello. Et Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut. Je respire juste 2 secondes, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. C'est la mouche, ça t'a. En lisant le résumé, dans mon cerveau, j'ai juste vu un mec déguisé en mouche faire bzzz comme ça. Et c'était fini. C'était fini, il n'y avait plus de retour arrière possible. On se remet dedans, on respire. Petit point sur l'original. Qui a vu le film original ici ? Pas moi. Moi, je crois que je suis toute Moi seule. non plus. T'es la seule à l'avoir vu, Mylène ? Ouais, je crois que je suis seule au monde. Et j'ai vu les 3 premiers films. Ça c'est sûr, t'es la seule du coup. Au monde. Ouais, peut-être dans le monde. Non, peut-être pas au monde. Alors, peut-être pas au monde, non, quand même. Non, quand même, faut Vous pas êtes déconner. 2 quoi, ça va. Moi aussi, Ouais, ça avait moi quand et même mon marqué chat. son époque, la mouche noire à l'époque. Ouais, C'est un cas, Le Blob, si tu veux, où le remake est super connu et a un peu obscurci l'original. Mais à l'époque, La Mouche Noire, ça avait quand même marqué son temps. Mais surtout qu'au départ, c'est même une nouvelle, en fait. Les gens ont tendance à oublier que c'est une nouvelle au départ. On parle souvent de remake et d'original.
Mais au départ, voilà, c'est une nouvelle. Le premier, il est très très cool, hein. Franchement, ça a été une super bonne surprise. En plus, il y a Vincent Price que j'aime beaucoup. Donc, alors bon, il y a quand même des trucs qui sont un peu kitsch parce que là, pour le coup, donc la transformation, elle se fait pas à la fin. Enfin, comment dire, il est transformé assez vite et il y a que sa tête et son bras transformés. Et la mouche a une tête d'humain et un bras d'humain. Et d'ailleurs, c'est très marrant, ça, pour le coup. Ouais, c'est un peu ridicule et les acteurs ont peiné d'ailleurs à garder leur sang-froid à la fin. Il y a une scène, voilà, où c'est quand même compliqué de rester calme face à cette mouche avec une tête d'humain. C'est un peu chelou. Mais en vrai, le film se tient bien. Dans la suite, la suite est une vraie suite avec le fils du savant fou. Et après, le troisième, il a pas grand-chose à voir. Tout le monde le déteste dans les notes, mais moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça très cool. C'est un peu sur un psycho-killer. Là, pour le coup, il y a plus trop de mouches. Mais très bonne surprise. Et arrive David Cronenberg, le papa du body horror, le genre qui consiste à parler de la destruction du corps et des métamorphoses. Et il voit ça et il se dit, eh bien écoute, je vais remettre ça à ma sauce. Et ça donne un film totalement dégueulasse parce que là, du coup, il n'y a plus de question de homme avec une tête de mouche. Là, c'est vraiment une métamorphose qui commence par quelques poils et qui se finit sur un mec qui se change littéralement en une sorte de créature hybride dégueulasse. C'est un film qui est réputé pour être vraiment, vraiment immonde pour le coup. C'est souvent ce qui ressort dans les avis, hein, que c'est répugnant. Mathieu, t'en as pensé quoi, toi ? Bah, pour moi, c'était un film culte quand j'étais gamin. Parce que le film à l'époque avait déjà une très très forte réputation. Il y avait déjà aussi, je pense, l'Oscar qui avait encore plus accentué les choses. C'était vraiment, enfin, moi encore une fois qui adore les effets spéciaux, c'était un des films qu'il fallait que je vois quand j'étais gamin, quoi. Et là où en fait mon père refusait que je regarde Elvira, paradoxalement, il a été parfaitement d'accord pour que je regarde La Mouche. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais merci papa, parce que j'ai pu l'avoir en VHS, je pense assez tôt, à un âge où j'aurais peut-être pas forcément dû le voir. Mais voilà, dans la petite collection de VHS que j'avais quand j'étais gamin, je l'ai rangé pas forcément comme je range mes DVD, mes Blu-ray actuellement, par éditeur ou par je sais pas quoi. Je l'ai rangé par rapport au niveau de violence. Et La Mouche, en fait, c'était un des films les plus extrêmes que j'avais dans ma collection entre guillemets, donc je le mettais vraiment tout au bout et je le regardais vraiment tout seul parce que je voulais surtout pas que mes parents me surprennent en train de le voir et se disent ah tiens, je crois qu'on a fait une connerie là, donc on va lui effacer son film. et vraiment non, j'ai un très très bon souvenir du truc et plus les années passent et plus je me rends compte que ce qui est, je pense, le plus horrible dans le film, c'est pas tant les effets spéciaux, c'est pas tant le gore, c'est pas tant tout ce qui me plaisait quand moi j'étais gamin. C'est juste que La Mouche, c'est une tragédie, quoi. C'est une espèce de presque un mélodrame épouvantable sur une relation amoureuse qui se dégrade vraiment à tous les niveaux, quoi. Et le film, il est c'est un gros chef-d'œuvre, mais c'est vraiment un film à éviter à tout prix en période de déprime, quoi. Oui. Pour le coup, c'est super pessimiste. On va se permettre de spoiler parce que déjà, c'est un film qui est culte, qui est super connu, et la scène de fin, elle tourne énormément sur les réseaux. Et comme c'est un film qui a 35 balais, bientôt 37, on va se permettre de spoiler. Si vous voulez pas de spoiler, c'est l'instant où il faut arrêter, pour le coup, et aller le voir. Je pense que Mathieu a très bien dit les termes, c'est un chef-d'œuvre. Mais si vous voulez pas vous faire spoiler la fin, c'est maintenant qu'il faut partir. Mais oui, du coup, la séquence finale pour moi reste, je pense, une des séquences les plus déchirantes que j'ai vues dans un film tout court, d'ailleurs, pas forcément d'horreur. Et c'est vraiment hyper bien vendu par Gina Davis, qui est une bête d'actrice. On cite beaucoup Goldblum, parce que Goldblum, évidemment, c'est un monstre aussi, parce que là, en plus, c'est l'époque où il se prenait encore pour un acteur. Il se prenait pour autre chose que Jeff Goldblum, qui fait du Jeff Goldblum. Tu vois, on parlait de Bruce Campbell dans le premier épisode de Jumpscare, qui Bruce Campbellise. Jeff Goldblum, maintenant, c'est la même chose, quoi. Il fait le vendu, il fait Jeff Goldblum qui Jeff Goldblumise. C'est exactement ça. Et à l'époque, Jeff Goldblum, il se donne. Mais pour moi, c'est vraiment Gina Davis qui vend le truc à fond. Je trouve que c'est les débuts de la manière de parler de Jeff Goldblum. C'est vers là où il a commencé à parler comme Jeff Goldblum, à faire des comme ça, là, à faire des pauses. C'est ça. Et tout, là. L'infection commence, tu vois, petit à petit. Grand oui pour Mathieu. Amélie, de ton côté, t'en as pensé quoi ? Alors moi, c'est un film effectivement que j'aime beaucoup, que j'ai vu il y a plusieurs années. Il faut savoir que moi, le body horror, c'est vraiment 100% ma cam. C'est quelque chose que j'adore. D'ailleurs, je me permets de dire que c'est pas Cronenberg, le papa du body horror. Le body horror a une maman. Et c'est Mary Shelley, voilà. Oui. La première œuvre de body horror, c'est Frankenstein. avec Mary Shelley, qui est la maman de pas mal d'autres trucs, notamment du post-apo.
et de la SF, enfin on va dire un peu de la SF aussi. En tout cas, effectivement, je vais revenir sur le fait que en dehors d'un chef-d'œuvre de body horror dans cette déliquescence du corps qu'on voit petit à petit se modifier de façon extrêmement dégueulasse et qu'on sent dans notre chair en fait, quand il s'arrache les ongles, quand ses dents tombent, c'est des choses qu'on peut vivre nous dans notre vie. On a perdu nos dents, on a tous eu un jour, on s'est tous pété un ongle. J'ai et tout ça. perdu un ongle une fois. C'est des douleurs qui nous font, ça m'est jamais arrivé, moi. Voilà, qui font qu'on le sent dans notre chair aussi. Ouais. Et je vais revenir sur ce qu'a dit Mathieu, c'est que effectivement c'est une histoire tragique d'histoire d'amour qui tourne mal, et j'irais peut-être même un peu plus loin. Je pense que c'est une histoire d'amour abusive, c'est-à-dire que quand il décide de se téléporter, cette mouche qui rentre dans le télépode, c'est le doute qu'il a envers sa compagne, envers Véronica, parce qu'il sait qu'elle va voir son ex, et du coup leur relation qui se passait très bien c'est le moment où il commence à devenir jaloux, et du coup c'est comme si la mouche matérialisait cette jalousie qui est entrée en lui, et qui est le début en fait de la déliquescence de son corps, mais de la déliquescence de leur amour aussi, parce qu'il va il va se mettre à lui crier dessus, il va la repousser, il va être super jaloux, il va la tromper devant elle en allant chercher une jeune femme dans un bar. Et en fait il y a cette escalade où elle subit, elle essaye quand même, elle est comme beaucoup de femmes qui subissent une relation abusive, elle essaye de le sauver en fait par tous les moyens. Et elle peut pas se résoudre à l'abandonner. Et d'ailleurs, la manière dont elle parle de lui, quand elle dit « Mais tu le verrais, comme il est seul, comme il souffre, comme il a mal », elle parle de lui avec beaucoup d'empathie. Alors que lui, en plus, il est dans un délire mégalo où il dit que elle peut pas le suivre dans son truc de surhomme. Et bah si ça va pas avec elle, il en trouvera une autre et tout ça. Donc il lui dit des mots très durs, alors que elle, même jusqu'à la fin, quand vraiment son corps s'ouvre en deux et qu'il y a la pire des créatures qui surgit, parce que vraiment il est horrible, et en plus après il fusionne avec son invention, ce qui est aussi symboliquement ultra fort. Elle hésite quand même à lui mettre une balle dans la tête, alors que vraiment je sais pas, il faut là madame, de toute évidence, il faut, c'est nécessaire. Je suis désolée pour lui, mais il était très mignon, mais c'est fini maintenant. Donc voilà, effectivement c'est un film d'horreur qui est aussi en plus d'un très bel exercice plastique, un très bel exercice de drame amoureux, de tragédie amoureuse. Donc c'est pour ça que c'est un chouette film. C'est vrai que la mouche, elle représente le petit doute qu'il a au moment où elle part voir son ex qui a un prénom bizarre, je sais plus comment il s'appelle. Oui. Mais pareil, qui était un connard aussi, elle a pas de chance. Et d'ailleurs, je suis un peu déçue. Ouais. Je suis un peu déçue que l'ex sauve un peu le. Moi, j'aurais préféré que ce personnage, même s'il lui arrive des trucs vraiment horribles, j'aurais préféré que ce personnage n'ait pas vraiment d'incidence plus que ça dans la narration. Parce qu'ils le rendent presque sympa, alors qu'en fait, ce qu'on en a vu au départ, c'est quand même quelqu'un de très toxique. C'est le un film gros connard. est construit comme un triangle amoureux avec deux mecs qui sont quand même pas très ouf, et du coup, à la fin, on te le présente comme bon, finalement, entre les deux, entre la mouche et tout, bon, allez, choisis celui qui a le flingue. Oui, alors qu'il est horrible. Ouais. Je le trouve pas vraiment sauvé en termes de rédemption perso. Mais si, parce que du coup, en fait, l'arc de son personnage, c'est qu'il la sauve à la fin. Donc ça, c'est comme une rédemption pour son personnage. Il la sauve, mais j'ai pas ressenti ça comme une sorte de full rédemption. Il prend cher quand même, il se fait punir, tu vois, il perd un peu sa jambe, il se fait vomir dessus, de l'acide, etc. Ouais, mais il l'accompagne à l'hôpital, il est là pour l'écouter, tu vois. Je trouve qu'il y a quand même un truc où on crée un personnage plus sympathique par rapport au début, où on te le montre comme un gros connard égocentrique. C'est vrai, le fait qu'il souffre de ouf, en plus, ça t'essaye de donner un peu de pathos pour ce personnage. Oh putain, le pauvre quand même, il se fait fondre le pied, la main et tout, tu vois, il y a un truc où il mérite pas ça, le personnage, il mériterait juste de se faire bouffer par Jeff Goldblum. Mais en vrai, les pervers narcissiques, c'est ça en fait. Ils ont de très bons côtés. Ils peuvent paraître très très généreux, mais en vrai, c'est des personnes horribles, je veux dire. Il m'a eu finalement, tu vois, donc peut-être que je suis bien sensible à ça. Ouais, non mais c'est une personne problématique quoi qu'il arrive dans le film. Il a beau avoir de l'empathie pour elle, une des premières visions qu'on a du personnage, c'est il se douche chez elle. Je veux dire, c'est quand même un acte intime. Ouais, c'est trop bizarre, même pour les années 80. Je suis désolée. Alors qu'elle est pas là, quoi, avec le double. Je veux pas lui rendre la clé, ouais.
Mais porte plainte, meuf. Il y a un vrai talent, par contre, je trouve, d'artisanat en termes d'effets spéciaux, quoi. Les créatures, la mouche finale, quand même, je trouve une créature de fou. On parlait des belles créatures des années 80 avec Mathieu sur le blob. Je trouve que ça en fait partie. On la voit pas beaucoup. On la voit même plus dans la suite, où la mouche a un plus grand rôle, on va dire. On va pas trop en dire. Mais putain, le regard qu'elle a. Ouais. Non mais c'est impressionnant, les effets spéciaux, ils en parlent dans le documentaire Fear of the Flesh, et en fait, mais c'est des malades, même eux ils disaient on n'en pouvait plus à la fin et tout, et en gros ils ont créé la mouche finale au début, pour justement que ça soit raccord et faire l'évolution en fait dans le sens inverse. Mais ils ont fait des trucs de fou, par exemple quand Jeff Goldblum il est au plafond, en fait c'est une pièce qu'ils ont complètement recréée et qui tourne. Et ils se sont entraînés à faire comme une espèce de chorégraphie. Lui dit moi, je me suis pris pour un danseur et tout. Et franchement, c'est impressionnant. Enfin, c'est des fous, quoi. Ah, mais ça se voit à l'écran. Parce que le film, il a 40 ans bientôt et il rend encore super bien. Oui, ouais, il a de la d'ailleurs. gueule, le film. D'ailleurs, pour l'anecdote, ma mère a emmené ses élèves le voir parce que ma mère est prof. Elle a emmené ses élèves le voir. Pourtant, elle les a emmenés voir des films assez durs déjà. Prof de quelle classe? Ouais, ils ont quel âge les élèves là? Elle est en prof en lycée pour le coup. Okay. Voilà. Okay, et en fait, c'est un des films. Elle m'a dit c'est le truc qui. Pourtant, ça fait des années que j'envoie que je vais voir des trucs horribles avec les gosses. Bah là, c'est la première fois qu'en fait, elle a vu des élèves mais terrifiés. Et il y a même plusieurs gamins qui sont venus la voir après le film pour leur dire qu'ils étaient choqués et qu'ils avaient même du mal à comprendre qu'on ait pu leur laisser voir ça dans un cadre scolaire. Donc c'est pour dire à quel point c'est bien, ça les forge. Oui, voilà, tout à fait. Mais c'est dire à quel point le film il a encore un impact aujourd'hui, quoi. Totalement. J'ai vu sur le grand écran il y a quelques années. C'était un double feature avec Prometheus, qui étrangement marche mieux en spin-off de La Mouche qu'en spin-off d'Alien. Voilà. Mais il y a plein de similitudes avec l'enfance, avec le ver qui sort du ventre, la grossesse que tu veux pas, plein de trucs comme ça. C'était assez fascinant d'analyser les deux en même temps. Et sur le grand écran, putain, ça rend super bien. Après, c'est Cronenberg aussi. Dans le genre réel, c'est vraiment le film de la maturité, je trouve, en termes de réel. Bah, la scission, elle s'est faite à ce moment-là. C'est-à-dire que avant La Mouche, il y a entre guillemets que les fans de cinéma de genre ou de cinéma d'horreur qui connaissaient qui était David Cronenberg, quoi. La Mouche, c'est vraiment un film qui est connu mondialement. Et après, il a fait, je crois, Faux Semblant, qui est considéré, je pense à juste titre, comme un de ses chefs-d'œuvre, si ce n'est son chef-d'œuvre. C'est ça. Et après, il s'est retrouvé à Cannes avec Crash, qui avait fait scandale à l'époque. Ensuite, il s'est retrouvé président du jury à Cannes. Bah, il est habitué de Cannes maintenant. Ouais, c'est un habitué, ouais. Enfin, la deuxième partie de sa carrière est peut-être un peu moins intéressante si vraiment t'aimes le Cronenberg qui en fout plein les murs. Mais par contre, il y a quand même des petites pépites dedans. Et tout ce que j'espère, c'est qu'ils reviennent un petit peu au cinéma qu'ils faisaient à ses débuts, quoi. J'ai pas encore vu les Crimes du futur, mais j'espère qu'il y a un petit peu de ça dedans. C'est des gens qui parlent à tout durant 1h30, quoi. C'est un des pires films de l'année dernière. Ah, c'était chiant. En fait, ouais, j'allais dire le Carpenter, le Cronenberg canois, moi, me fait bien chier. Ouais. C'est long, c'est chiant, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Les acteurs jouent pas très bien. Kristen Stewart, elle est constipée comme d'hab. Et franchement, c'est compliqué à regarder. C'est pitoyable en vrai, je trouve. J'ai hésité à sortir de la salle quand je l'ai vu. C'est un truc qui m'arrive jamais. Et là, vraiment, j'étais dit, mais en vrai, je vais me barrer, c'est trop nul. Ouais, pourtant, il y a Viggo Mortensen. Enfin, généralement, c'était. Bah ouais, c'était des belles collaborations. Pendant tout le film, il a une logorée constante. C'est. Ah merde. On en reparlera. C'est bien qu'un jour on fasse un épisode où on défonce un film et visiblement il s'offre à nous, donc let's go. Okay. Dario, t'en as pensé quoi toi de La Mouche? La Mouche, du coup j'adore, je trouve ça trop bien. C'est un des meilleurs remakes de films que j'ai vu en tout cas. Surtout des années 80, il y a The Thing de Carpenter et La Mouche, pour moi c'est vraiment les deux piliers, quoi. Et pour revenir sur ce que tu disais Mathieu, c'est vrai que La Mouche ça devient vraiment un truc hyper grand public, parce que du coup cette fois-ci j'ai une anecdote un peu à la Lily. Moi j'ai découvert l'existence de ce film grâce à une sitcom des années 90. Est-ce que vous vous souvenez que Jeff Goldblum il est apparu dans Friends? Ouais. Oui. Il jouait un prof de... Je crois qu'il devait jouer son personnage, enfin il jouait un acteur, un prof pour Joey. Et je le vois à la télé, bon moi je suis petit donc je m'en fous. Et ma mère me dit ah mais c'est La Mouche lui. J'ai dit, La Mouche, qu'est-ce que... C'est là que j'ai compris qu'il jouait un mec qui se transformait en mouche. Et je suis revenu plus tard sur ce film et vraiment, bon là on a déjà un peu dit tout ce qu'il y avait à dire sur le côté tragique et tout, mais il y a aussi
une lecture dont on n'a pas parlé, c'est aussi la lecture évidente, hein, mais c'est celle de la maladie, quoi. Le film, tu vois vraiment la personne se décomposer au fur et à mesure, ça fait vraiment écho. En plus, c'est les années 80, voilà, c'est le sida, tout ça. Et du coup, il y a quand même ce truc d'affronter la maladie, comment la maladie peut détruire une relation aussi, parce que du coup, il y a plusieurs lectures sur les relations, même s'il est pas ouf, Jeff Goldblum dans le film avec Gina Davis, même si, encore une fois, on peut arguer qu'il devient violent et tout à partir du moment où justement la mouche fusionne avec lui. Donc c'est compliqué, mais de toute évidence, tragique, quoi. Ouais, en plus, je pense qu'il y a vraiment un lien entre effectivement la maladie et la décomposition de la chair et la sexualité, parce que ils sont quand même montrés comme un couple qui a une vie sexuelle assez importante, et qu'en plus dès qu'il se transforme dès qu'il a fusionné avec la mouche, il devient un peu obsédé, quoi. En tout cas, il a une activité sexuelle plus importante que la moyenne. Et il y a un truc, il parle de la poésie de la chair à un moment. Donc je sais pas. Après, c'est vrai que sur le fait que tu l'aies rapproché effectivement du SIDA ou d'une MST en général, moi j'avais pas réussi à mettre le doigt dessus, mais effectivement maintenant que t'en parles, il y a un truc en tout cas entre le sexe et la maladie dans le film. Pour le sida, Cronenberg il l'a dit plusieurs fois que c'était pas du tout ça, mais que c'était plus le cancer, parce que du coup c'était plus la dégradation du corps due au cancer, et en plus quelques temps avant il a perdu son père d'un cancer, donc c'était plus les maladies en général et ce qu'elles pouvaient faire au corps. Mais effectivement il y a tout un truc sur la chair, parce qu'il dit de comment transporter la chair, comprendre la chair, avoir peur de la chair et le plaisir de la chair. Cronenberg qui joue d'ailleurs, il a un petit caméo dans son film, c'est lui qui joue le gynécologiste, on le reconnaît avec ses grosses lunettes, voilà, ça dure 30 secondes mais bon, il est là. Il a une bonne carrière d'acteur, hein, de toute façon lui, entre le gynécologue et sa mort dans Jason X. Jason X, que je vous conseille, un des meilleurs Jason. Je pourrais peut-être pas le placer dans le podcast, donc je le place maintenant. Moi je veux le faire. Si, moi je veux bien faire Jason X. C'est trop bien, ouais. C'est trop bien. Faire Jason X implique de faire tous les Jason avant. Ah, je suis chaud, j'ai fait toute une série d'articles dessus. Moi je suis prête. On va faire Jason en enfer. On sera 3. On en reparlera. On le fera à 2 à 3. Let's go. C'est annoncé maintenant, de toute façon, c'est sur la bande. Et du coup, juste pour finir, on a évoqué aussi la fin du film, qui est évidemment hyper tragique, où il demande à se faire buter avec le fusil et tout. Il y a un moment que je trouve tout aussi tragique, qui arrive un petit peu plus tôt. C'est le monologue où il lui dit je veux plus que tu viennes parce que je vais devenir violent. Il lui dit j'aurais bien aimé être il dit je suis un insecte qui s'est rêvé homme. Et je trouvais que tout ce monologue là, en fait, il était hyper tragique, hyper touchant et bien écrit pour le coup. Du coup, il y a aussi ce moment là qui m'a beaucoup marqué dans le film. Ouais, pourtant c'est super bien écrit tout le film en fait. En termes de caractérisation de personnage. En une séquence, tu vois comment Goldblum il est, tu sais comment il se comporte, tu sais comment où il va directement. C'est la force en fait du film, et qui je pense l'a érigé dans la cinéphilie au rang au-dessus du cinéma d'horreur. Dans les années 80, c'était encore méprisé, et le film a directement été pris comme un truc autre que le cinéma d'horreur. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est ce qui l'a transporté un peu au-dessus. Mylène, t'en as pensé quoi toi, de ton côté ? Alors moi, faut savoir que La Mouche, c'est mon premier film d'horreur. J'ai trop saoulé mes parents pour voir les VHS d'horreur, et un jour ma mère elle m'a sorti une VHS, il y avait La Mouche et Ouija, alors du coup le vieux Ouija, qui est pas très très bon, et du coup elle m'a dit choisis. Ouais, c'est sur une meuf qui va faire une soirée, qui va invoquer un esprit, et forcément ça va mal se passer, c'est très kitsch, et je crois que d'ailleurs le film s'appelle pas Ouija parce qu'ils ont eu des soucis de droit, voilà, c'est ça, il a un autre titre parce qu'ils ont eu des procès. Et du coup, donc j'ai commencé à mettre Ouija, et j'ai eu très très peur d'invoquer un démon par la VHS. Donc j'ai tourné la VHS et j'ai mis La Mouche. Et donc voilà. C'est chiant, Du coup, j'ai regardé La Mouche et ma mère était derrière moi en train de vérifier mes réactions. Donc c'était très drôle. À l'époque, je l'ai pas vraiment compris. J'ai même rigolé à certaines scènes. La scène des ongles, je me suis marrée. Donc vraiment, je pense que j'étais... Mais ça va, ouais. Quel âge t'avais à ce moment-là ? Je pense que j'avais 10 ans, même pas. Mais je me rappelle m'être dit, ça fait pas très peur. D'ailleurs, je l'ai fait voir à ma coloc après, quand j'avais 17 ans. Je lui ai dit, t'inquiète, on va rigoler, tout ça va être trop fun. Et en fait, quand je l'ai revu en étant adulte, je me suis dit, mais j'étais à l'ouest, parce qu'en fait le film n'est pas du tout fun, il est traumatisant. C'est pas du tout marrant. Il est dépressif le film. Je me suis dit pourquoi je l'avais trouvé drôle, et en fait là en le revoyant,
pour le podcast, je me suis dit, mais il est même complètement tragique, comme on l'a déjà dit avant. En fait, au-delà d'une histoire d'amour qui tourne très mal, c'est vraiment quelqu'un qui est malade et qui veut pas se l'avouer, en fait. Parce qu'il y a vraiment ce côté où il est en huis clos, où il se cache du monde. À un moment, d'ailleurs, il lui dit, est-ce que je suis malade? Est-ce que j'ai vraiment l'air de quelqu'un de malade? Et en fait, il veut tout le temps montrer qu'il est fort, qu'il va bien, jusqu'à ce que, il puisse plus du tout le cacher. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant, cette dimension de quelqu'un qui veut pas s'avouer qu'il est malade, jusqu'à la fin où il va lui dire là c'est une forme de cancer qui est en train de se développer, c'est un peu bizarre, je sais pas ce que c'est. Et c'est vrai que, comme tu disais, Romain, on parle souvent de l'interprétation de Jeff Goldblum, mais Geena Davis, elle est incroyable. À l'époque, ils étaient en couple, et en fait, lui, il avait passé les castings pour jouer le rôle, et en gros, ils s'entraînaient ensemble, et du coup, il lui a dit, mais vas-y, passe le casting, et en fait, c'est la première qui est passée, et tout de suite, ils se sont dit, il nous la faut. Et en fait, ils sont incroyables, clairement. Elle a vraiment compris le film dès le départ, et elle dit dans le documentaire, elle dit, en fait, l'importance, c'était l'histoire d'amour. Elle dit que sous toutes les choses gluantes qu'il y a dans le film, en fait, il y avait une vraie histoire d'amour intense et puissante, et que David leur a expliqué que si on remplaçait la mouche par le cancer, ça devenait très dramatique quand on le voyait, et que en fait, ce qui était important, c'était de montrer en fait l'être aimé se transformer sous ses yeux, et du coup voir son état se dégrader. Et je trouve que du coup, ça prouve qu'elle a complètement compris le film, et c'est pour ça qu'en fait, elle joue si bien, et pour ça que c'est si intense. Et vraiment, voilà, en fait, ce qui est glaçant, c'est ça, c'est leur histoire qui se dégrade avec l'état de Seth. Et c'est aussi le fait qu'elle tombe enceinte. Et il y a toute cette dimension qui est très intéressante sur le fait qu'au début, elle veut garder le bébé. Parce que on le comprend aussi, si quelqu'un dans notre entourage, si notre conjoint est malade et que possiblement il va mourir, il y a aussi cette question-là de est-ce qu'on va garder le bébé ou quoi. Donc on a ce questionnement-là, on la comprend. Et il y a aussi, c'est très compréhensible quand elle a son rejet. C'est quelque chose qu'une femme aussi peut vivre, ce rejet très intense de là je veux plus la voir et tout. Et ça, je trouve que c'est vraiment des questions qui sont au-delà de l'horreur très intéressantes à traiter. Oui, qui sont bien traitées en plus, parce que le film, il la montre, elle fait son choix très clairement vers la fin du film, mais à partir du moment où on sait qu'elle est enceinte, les deux hommes qui sont dans sa vie, ils essayent d'influer sur son choix et de lui dire ce qu'elle doit faire à chaque fois, donc c'est hyper bien traité, et du coup après c'est elle qui finit par... Enfin, en fait on sait même pas à la fin, le film il répond même pas, donc... On le sait que dans le 2. Après, exactement. Le fait qu'il y ait un 2, ça... T'as la suite qui répond un petit peu à la question, et en fait l'ex de Geena Davis est dans le 2. Pas le rôle principal, mais revient, et il clôture un peu quand même les arcs narratifs du premier en 2 spi. Vraiment. Alors que c'était intéressant de le laisser ouvert, mais... Bah ouais, mais tu fais quoi sans Jeff Goldblum? Sans le daron, c'est compliqué, quoi. Ouais. Bah, j'ai pas vu la suite, mais du coup, peut-être qu'il fallait juste pas la faire, du coup, mais... La suite, elle est plus axée horreur pure que tragique comme le premier. C'est un film beaucoup plus horreur au sens propre du terme, on va dire, avec en fait le fils de Goldblum qui grandit et qui lui aussi mute en fait au fur et à mesure, parce que dans son sang il y a l'ADN de la mouche. Pas en mouche. Ouais. C'est ça. C'est très improbable. C'est même pas une vraie mouche en plus. C'est pas une vraie mouche. C'est ça. Mais voilà. Il mute et il commence lui aussi à développer les mêmes symptômes, et voilà quoi. C'est beaucoup plus slasher dans l'âme, dans la dernière partie en fait. Est-ce qu'il mute genre à l'adolescence, ou est-ce qu'il est plus vieux que ça, ou... En fait, voilà, c'est un symbole de ça. 5 ans. Ouais, c'est un peu... C'est ça, il grandit super vite, il devient un cocon, et c'est un peu le symbole du passage à l'âge adulte, tu sais, voilà quoi. Okay. Mais il y a encore le sexe qui déclenche un peu le truc, parce que du coup il va rencontrer quelqu'un. C'est un peu plus un coming of age, mais du coup avec un gamin de 5 ans qui du coup a un corps de gamin de 17 ans. C'est bizarre. Je propose qu'on n'en parle pas trop de la suite, parce qu'on va la faire, je pense. Il y a plein de choses intéressantes à dire dessus, d'un point de vue même technique, production, etc. Donc, no spoil. De ton côté, Lily, t'en as pensé quoi de La Mouche ? Alors, moi, je suis la mauvaise élève de la bande sur ce coup-là. Alors, c'est moi qui l'ai proposé, mais simplement parce que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai vu il y a 15 jours sur Disney+. Mais pour la toute première fois. J'avais jamais eu l'occasion de voir La Mouche, en fait. Donc, et puis, je vais vous choquer, mais j'ai jamais été une très grande amatrice de Cronenberg. Je vais te dire de Jeff Goldblum, j'allais péter un câble. Pour moi, c'est valable, hein, de pas aimer Goldblum. Et ouais, non, j'aime pas trop son esthétique dégueu qui fait un peu blop, blop. Voilà, moi, ça me dégoûte un peu. Alors, c'est le but, mais je sais pas pourquoi chez Cronenberg, ça me dérange trop. Pourtant, j'aime des films très graphiques, j'aime le body horror, des trucs
gore, vraiment pas plaisant à regarder, mais je sais pas, Cronenberg, visuellement, il m'achève. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que je suis venue très tardivement à La Mouche. Et franchement, c'est dégueulasse. Hein. Ça fait blanc. Il dans tous les sens, tout ce que je déteste. C'est le terme scientifique. Mais c'est de la poésie, ça. Ouais. J'ai dû détourner plusieurs fois le regard tellement Goldblum devient répugnant. Mais c'est la preuve que le film est une putain de réussite visuelle, quoi. Là, comme on disait tout à l'heure, La Mouche a 37 ans et visuellement, ça fonctionne toujours. Mais alors moi, bizarrement, j'ai écouté vos avis avec grand intérêt parce que j'ai l'impression de pas avoir vu tout à fait le même film. Moi, en premier lieu, en faisant des recherches, après, je me suis aperçue que c'était une adaptation donc d'une nouvelle de Georges Langeal. Mais en premier lieu, moi, j'avais vu un parallèle avec en français, je sais plus comment il s'appelle, Die Verwandlung de Kafka. C'est La Métamorphose. Merci. Oui, j'ai fait des études d'allemand, du coup, je suis cette intello pompeuse qui connaît les titres VO. Pardon. Du coup, ouais, moi de base, j'ai vu, en voyant ce film, donc pour la première fois il y a 15 jours, j'ai vu un parallèle avec La Métamorphose. Mais bon, j'imagine que ça reprend un petit peu les mêmes grandes thématiques, à savoir qu'est-ce qui nous raccroche à l'humanité en fait. Visiblement, c'est notre apparence et notre physiologie qui sont évidemment différentes de celles de l'insecte. Et dans La Mouche comme dans La Métamorphose, l'humain s'efface au profit de l'insecte. Mais je crois qu'en fait, au-delà de l'apparence visuelle, le rejet du personnage de Goldblum, il vient aussi de notre peur viscérale d'être ostracisé. Et ça peut être par la maladie, hein, comme vous l'avez souligné. Mais moi, en fait, j'ai interprété comme la peur d'avoir un truc qui colle pas à la norme et donc de ne pas pouvoir trouver une place parmi nos semblables. Et personnellement, c'est quelque chose qui me terrorise, donc ça m'a beaucoup parlé et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai interprété le film comme ça. Mais non, mais en fait, au début, elle lui dit dans les premières minutes du film que vous sortez pas beaucoup. Et en fait, il lui dit, il lui sous-entend que non, il sort jamais. Et tu vois bien que de toute façon, en tant que scientifique, il est déjà en dehors du monde. Il est très décalé, le personnage de Jeff Goldblum, avant même d'être une mouche, quoi. Ouais. Déjà avant, il a tout d'un marginal, en fait. Il vit seul, à l'écart. C'est une espèce de génie incompris. Et donc, pour moi, il y a une part de lui qui accepte sa marginalité. Mais pourtant, il veut pas tellement être seul. Je pense que c'est pour ça qu'il fait des efforts pour plaire à Véronica. C'est pour ça qu'il change un peu de fringue aussi. Et on retrouve cette dualité quand il se transforme en mouche, en fait. D'abord, il pense être un surhomme, puis il accepte presque de devenir autre chose. Mais pour moi, il vrille quand il se rend compte qu'il va être seul, en fait. D'abord, pour moi, il va essayer de se fabriquer un semblable. Quand il va demander à Véronica d'entrer dans le... Je me rappelle plus du nom de la machine. Dans le télépod. Ouais. Puis aussi après la fille du bar et après avec son enfant. Voilà, pour moi, il y a la crainte de la marginalité qui va attiser son instinct de survie en fait et faire naître le projet de baisser le pourcentage de mouches en lui. Pour moi, c'est vraiment la peur d'être seul, de mourir seul, quoi. Voilà. Enfin bref, mais de toute façon, je vous rejoins. Pour moi, ça reste un grand film, un immense chef-d'œuvre, tant sur la forme que sur le fond, quoi. Et même si ça t'a dégoûté, t'as bien aimé ? Oui. Ouais. Mais j'y vais à reculons. Hein. Moi, Cronenberg, j'y vais à reculons. Il a un univers visuel qui me tétanise, quoi. Il me dérange énormément. Est-ce que c'est pas la preuve que c'est efficace ? Mais tout à fait. Il a fait 2-3 films assez chelous au niveau visuel. Je pense à Existence. Vidéodrome. C'est trop bien. Existence, la scène finale de Scanners aussi. Ouais. Scanners, pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Je trouve, c'est mon préféré. C'est La Mouche, mais moi j'adore Scanners aussi et Crash. Moi c'est Faux Semblant, c'est mon préféré. Ouais, par contre je déteste Le Festin nu. Je sais pas si je suis tout seul, mais je trouve imbitable. Je déteste pas, mais on est là, quoi. Tu vois, c'est tout ce que j'aime pas dans le Cronenberg d'aujourd'hui qui fait les crimes du futur, ça se retrouve un peu dans Le Festin nu, je trouve, et c'est la période transition canoise, hein. Pourtant c'était pas longtemps après La Mouche, je crois que c'était 2 ans après, un truc comme ça. Ouais, il a fait Faux Semblant et Festin nu juste après, il me semble. Toi, Amélie, c'est lequel ton Cronenberg préféré ?
Moi, j'aime bien Chromosome 3 quand même. Ouais. Ouais. Je trouve que la elle est trop fin, bien. quand elle ouvre sa toge. En plus, il y a un truc sur la maternité, sur la folie, sur la manière dont la folie des femmes est perçue. Enfin, en tout cas, du coup, je trouve qu'en thématique, il est super intéressant. Et cette scène où elle ouvre son manteau, moi, je l'ai vue en salle, en plus, pendant le Festival Lumière, dans une salle remplie de vieilles personnes qui, je pense, avaient choisi le film un petit peu par hasard et qui savaient pas trop ce qu'ils allaient voir. Et du coup, il y a 3 mamies au rang devant moi qui sont mortes de rire quand elle ouvre son manteau à la fin, parce que je pense qu'elle savait pas comment réagir à cette abomination. Elle lèche son enfant, en plus c'est atroce, et les vieilles elles étaient mortes de rire, mais c'était un rire nerveux, et du coup ça rendait le film encore plus glaçant, et j'ai trouvé ça vraiment chouette comme expérience. Voilà. Un tout petit dernier point qu'on n'a pas trop évoqué avant de passer à l'avis des auditeurs, c'est la musique du film qui est faite par Howard Shore, qui est le compositeur de Cronenberg un peu attitré, qui a fait plein de films avec lui, hein, qui a fait Le Festin Nu, qui a fait Vidéodrome, Crash, tout ça, qui a grave percé après, parce que c'est lui qui a fait Le Canzano quand même. Je trouve que la musique élève entièrement le film, personnellement. Clairement, je suis d'accord. Dans la séquence finale. C'est magnifique. Elle est incroyable. Ouais. C'est une des meilleures BO, je trouve, de cinéma d'horreur, personnellement. Ouais, on est au même niveau que Candyman. Ouais, de Candyman Fabulous, au-dessus où il y a pour vraiment moi. un truc, Elle est au-dessus, Candyman. Allez, Alors, ouais, Candyman, excusez-moi, mais elle est très répétitive. À part le thème principal, il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est ça. Ouais, mais il est bien le thème principal. Après, C'est magnifique, juste, mais... Vous voyez le niveau, quoi. On compare quand même la BO de La Mouche à Philippe Glass, donc c'est dire quand même qu'il y a un certain level derrière. Tu vois, voilà. Après, Howard Shore, c'est pas n'importe qui, quoi. Donc, Oui, c'est ça, un gros nom. Quand même que mais la musique est vraiment bien, je suis d'accord. Avis des auditeurs, là je me suis fait défoncer dans les mentions, c'est-à-dire que quand j'ai dit qu'on allait faire La Mouche, on a quand même eu des tonnes et des tonnes de réponses de tous les côtés, donc ça fait évidemment plaisir, et c'est un oui unanime. Donc ce qui ressortait 3/4 du temps, donc là je paraphrase, mais c'est je l'ai vu trop jeune, j'ai souffert, on compatit, c'est un peu ce qu'on a vécu nous aussi, et je peux que comprendre. On a Héroïna. Les meilleurs. Voilà. C'est ça. Qui nous dit si Love Story avait été un grand film, ça aurait été La Mouche. Contextualisation, Love Story, c'est un vieux drame romantique de 71. Voilà. C'est juste un tacle gratuit envers un autre film. Parce que pourquoi pas. C'est un des films préférés de Tarantino, Love Story. Oh waouh. Ah ouais. Pas vu du tout. Eh ben, moi, j'aime beaucoup Love Story, mais c'est parce que je suis quelqu'un de cucu qui aime pas les trucs qui font blop blop. Blop blop. On a un mec qui a un pseudo qui m'a fait rire quand je l'ai vu, c'est Affronte mon regard. Qui a juste J'ai la ref. Oui, voilà. Quand t'as la ref, c'est encore plus drôle. Qui nous a juste dit découvert au cinéma récemment et traumatisme instantané. Et en majuscule, il est dégueu sa race. Mais vraiment, il est trop génial. Même aujourd'hui, il est très impressionnant. La transformation, notamment, dégueu. Et les thèmes abordés sont vachement bien traités. En gros, c'est trop cool, quoi. Voilà. J'ai trouvé ça plutôt drôle comme avis. Et c'est vrai que le film est intemporel, quoi. Vraiment. Bah ouais. Il prend pas une ride, je trouve. C'est ça. En dehors de la coupe de cheveux de Jeff Goldblum, qui malheureusement trahit l'époque. Mais en même temps, ça lui va bien, tu vois, même si la coupe de cheveux. Non, faut arrêter. Non, faut arrêter. Ça lui va bien. Il est pas si beau, Jeff Goldblum, hein, calmez-vous. Dans ce film, il est beau quand même. Franchement, quand il met du sucre la dans sa tasse, sexualisation de Jeff Goldblum, elle doit cesser. Ok, il a un plan dans Jurassic Park qui est totalement fou. Voilà. Voilà. Oh, mais il est plus sexy dans La Mouche. Mais à côté. Après, il revient de loin quand même, hein, parce que un des premiers rôles de Jeff Goldblum, c'est dans Un justicier dans la ville. De Michael Winner avec Charles Bronson qui a lancé donc plus ou moins lancé les films de vigilante dans les années 70, et il jouait un des agresseurs dans le film, et il y a eu un gap quand même entre Un justicier dans la ville et La Mouche. Voilà, dans les années 70 c'était pas tout à fait ça, quoi. C'est ça, il revient de loin, mais bon, ce n'est que mon opinion, je ne dois pas me faire que malgré le brushing, il reste beau comme un dieu dans ce film, voilà, je vous le dis. Ce sera une baston de communauté dans les commentaires. Je pense qu'on va forcément se faire aggro avec Lily par les Jeff Goldblum sexuels. Mais bon, on est là. Adrien nous dit à l'époque, l'horreur de Cronenberg était viscérale, dégoûtante. À comparer avec la seconde partie de sa filmographie où l'horreur est plus intellectuelle, comme Crime of the Future par exemple, c'est assez clinique, cérébral et ça retourne pas trop l'estomac. Et je suis plutôt d'accord. En effet, c'était pour moi c'est l'âge d'or de Cronenberg qui se termine, La Mouche. Et je reviens juste sur les Crimes du Futur. En plus, il y a une hérésie, je trouve, c'est que la plupart des effets gore, c'est des effets numériques qui sont moches. Je trouve que c'est horrible en fait. Et ça va pas du tout avec le motto de Cronenberg. Il y a toujours des effets de plateau dégueulasses. Je sais pas, bon bah il a évolué, c'est comme ça.
il a quand même eu un âge d'or assez badass, tu vois, on peut pas lui en vouloir de foirer à la fin. Bien sûr. Mais bon, c'est l'effet Cannes. HK nous dit, j'ai vu La Mouche 2 avant le 1. Une suite bien gorasse que j'avais pas détestée, mais le 1 est un chef-d'œuvre. Les SFX claquent et les transformations physiques sont toujours impressionnantes. Goldblum est impérial, mais je retiens surtout Gina Davis absolument bouleversante. Il a tout compris, HK, je trouve. Et on finira avec Kakolokiyam, excellent pseudo que j'ai mis 3 ans à déchiffrer avant de le capter parce qu'il y a plein d'accents partout. Qui nous dit juste meilleur Cronenberg, voilà bisous. D'accord. Et bah bisous. D'accord, bisous, Kakolokiyam. Et je trouve qu'en mot de la fin, c'est parfait, je trouve. Un petit bisou et au revoir. On a déjà répondu à la question du meilleur Cronenberg. Pour moi, c'est Scanners La Mouche, le duo, tu vois, qui porte sa carrière. Ah, pour moi, c'est La Mouche faux semblant. Ouais, pareil avec Mathieu. Je l'ai pas encore vu. Pour une fois, je suis d'accord avec Mathieu. La Mouche, j'ai l'impression qu'il est tout le temps dans les tops. Tu vois, j'aime faire un top bien pour Cronenberg, Crash. il y aura La Mouche. Et dans un autre registre, History of Violence aussi, c'était pas mal quand même. Il est super aussi. En fait, il était chouette. Ouais. C'est plus le Cronenberg. C'est l'autre Cronenberg. Il y a deux Cronenberg. Il y a Cronenberg Bloup Bloup et il y a Cronenberg et un télo, quoi. Cannes. Mais est-ce qu'on n'a pas tous ça au fond de nous, notre côté Bloup Bloup et notre côté intello finalement? C'est la dualité en chacun de nous, quoi. Je crois qu'on est tous un peu Bloup Bloup Bloup. On l'aime, Bloup. ce côté Bloup Bloup. On l'aime. Il y a les Cronenberg Bloup Bloup et Cronenberg qui cite Kafka en allemand. Du coup. Bon, écoutez, ce sera tout pour cet épisode. N'hésitez pas à liker, partager, vous connaissez Jumpscarecast sur Twitter et Instagram. 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict, Deezer, on est partout, même YouTube. On vous dit à la semaine prochaine avec un film indescriptible, avec des zombies qui font prout, normalement. Donc voilà, accrochez-vous, ça va être très sympa, ça va être mouvementé. On vous dit bonne soirée et à la semaine prochaine. Salut. Ciao, ciao. Blab, blab. Salut.